Bonsoir à toutes et à tous. Je vais laisser la parole tout de suite au directeur de l'école d'architecture Malaquais, Jean-Baptiste de Froment. Merci beaucoup, bonsoir à tous. Alors, vous savez que une ou deux fois par an maintenant, on essaye de faire une conférence commune entre l'école d'architecture de Paris-Malaquais et puis les Beaux-Arts de Paris, et on se greffe sur le dispositif d'Alain Berland, penser le présent. Et là, pour cette première séance de l'année, on est très très heureux d'accueillir Chris Dercon. Voilà, que je crois qu'on ne présente plus, et puis qui de toute façon va être présenté par bien plus compétent que moi. On est extrêmement excités parce qu'il va nous parler de choses qui sont au centre de sujets d'intérêt commun entre les Beaux-Arts et puis Malaquais. Et c'est en fait une sorte de séance hors les murs du séminaire L'Entour, animé, qui est un séminaire commun sur la scénographie, commun entre les Beaux-Arts et Malaquais. Donc c'est doublement commun ce soir, cette séance. Et je laisse à Hélène Aurin maintenant la parole. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Bonne année d'abord. Nous commençons avec une très belle séance. Donc, ces rendez-vous de penser le présent. Merci à l'ensemble des équipes des deux écoles d'avoir organisé cette très belle séance. Merci à Chris Dercon d'avoir accepté notre invitation. Et puis juste un petit mot de remerciement très chaleureux pour Alain Berland, qui est venu aujourd'hui spécialement, mais qui nous a quittés fin décembre, puisqu'il est désormais un heureux retraité. Donc on voulait vraiment le remercier très chaleureusement, d'abord pour tout ce qu'il a fait pour l'École des Beaux-Arts, mais aussi pour rapprocher nos deux maisons et travailler sur ces séminaires en commun. Et puis, nous te souhaitons, Alain, une très belle continuation dans tes nouveaux projets et tes nouvelles passions. Voilà. Mais je ne veux pas aller plus avant, et je cède tout de suite la parole à Yann, qui va présenter la conférence. Merci. Merci beaucoup à Jean-Baptiste de Froment et Alexia Fabre d'avoir rendu ce moment possible. Alain Berland et moi sommes extrêmement heureux d'organiser cette séance à deux écoles, à la fois sous ce chapeau Penser le présent des Beaux-Arts de Paris, mais aussi donc de l'Entour, cet enseignement et cycle de conférences sur la scénographie d'exposition auquel contribue l'école d'architecture Paris-Malaquais. C'est d'ailleurs dans cet amphi même, il y a 5 ans, que ce cycle a débuté par Thomas Demande. Nous avions noté que ça nous avait frappé qu'un artiste, autrefois d'ailleurs célébré par la Fondation Cartier pour son œuvre, se fasse régulièrement scénographe, voire même participe des fois à rejouer des expositions, par exemple When Attitudes Become Form, avec l'architecte Rem Koolhaas, dont il sera question tout à l'heure, je crois. Une exposition dans une transposition scénographique d'un lieu à l'autre et d'une époque à une autre, comme si une exposition était une partition et la scénographie son orchestration. Or, l'invitation faite à Chris Dercon, historien de l'art, mais aussi enseignant, critique, journaliste, commissaire d'exposition de renom et actuel directeur général de la Fondation Cartier pour l'art contemporain, n'est pas complètement étrangère à ce que nous serions tentés d'appeler un display turn, un grand intérêt pour le display, le dispositif, la scénographie, ou pour le dire plus simplement, l'art de mettre l'exposition en espace. Si certains parmi vous sont beaucoup trop jeunes pour prétendre avoir vu l'exposition Theater Garden Bestiarium, Jardin-Théâtre Bestiarium à New York, Séville et Poitiers, je vous invite à consulter le catalogue, retraçant un peu différemment d'ailleurs selon la version anglaise ici ou la version française, ce qui constitue pour une génération une exposition de référence suffisamment marquante pour qu'elle soit citée régulièrement par des artistes tels que Bertrand Lamarche ou Xavier Veillant, par exemple, ou qu'elle soit même réinterprétée 20 ans plus tard et fasse l'objet d'ouvrages a posteriori et de films. Peut-être est-ce l'origine de l'intérêt de notre invité pour le display, dans la mesure où le croisement thématique du théâtre
du jardin et du bestiaire, au sein de cette exposition collective au sens fort, faisait en quelque sorte du display sa matière même, de l'artifice de l'outil théâtre jusqu'aux configurations offertes par la nature, je pose la question. Mais le display peut être également vu comme une ligne de partage ou au contraire une limite floue, un télescopage entre commissariat, œuvre et scénographie, ce qui semble sous-tendre le propos d'aujourd'hui par le sous-titre proposé par Chris Dercon, « To display or not to display, that is the question ». Dans l'intervalle, notre conférencier aura impulsé un nombre considérable de réflexions, par exemple sur le thème du musée du futur, et dirigé des institutions artistiques et culturelles de premier plan à travers toute l'Europe. Il commence en tant que directeur de la programmation du PS1 New York en 1988, poursuit à Rotterdam de 90 à 95 où il dirige le Witte de Witte pour ensuite de prendre la direction du Bosman von Beuningen de 96 à 2002. De 2003 à 2011, il dirige ensuite la Haus der Kunst à Munich. 2011 à 2016, il prend la direction de la Tate Moderne de Londres. 2017 à 2018, il dirige la Volksbühne à Berlin. De 2019 à 2023, il est nommé président de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais, où il dirige le projet de restauration du Grand Palais. Donc, récemment, il devient directeur général de la Fondation Cartier et travaille par conséquent sur le projet du nouveau bâtiment de la Fondation Cartier, le transfert du célèbre édifice en verre de Jean Nouvel Bouvard-Raspail pour de nouveaux aménagements, sans doute encore secrets, mais peut-être il va nous en dévoiler quelques pistes, du côté du Louvre, dans des espaces beaucoup plus amples. Merci d'avoir accepté ce moment avec nous, Chris, pour développer votre point de vue sur le display et la façon dont vous le partagez via ces innombrables collaborations que vous impulsez. Merci Yann. Merci Hélène. Merci Yann, merci Hélène, merci Jean-Baptiste, merci Alain aussi. On va se retrouver ensemble après 1 heure parce que, bon, on va travailler ensemble, n'est-ce pas? Et puis, je vais parler sans doute pendant 1 heure, 1 heure 10 minutes maximum, et puis il y a l'occasion de s'échanger avec vous parce que c'est un sujet qui doit nous intéresser tous. Donc, bonsoir à toutes et à tous, comme on dit en France. Moi, je suis belge. Je suis flamand, pas fanatique de mon État, pas du tout. Je suis sans doute un des derniers belgicistes, néanmoins, je parle avec un accent flamand quand même. Donc, voilà. Je suis avec Oscar Lecuyer qui est mon collaborateur et qui travaille avec moi beaucoup sur des conférences, mais aussi sur des articles, parce que à côté de mon travail, quand j'étais président de la RMNGP et maintenant aussi directeur général de la Fondation Cartier, je continue à donner des cours, je continue à donner des conférences parce que j'imagine que bon, sans un travail de réflexion, on peut pas diriger des institutions parce que sinon on devient un peu bête, n'est-ce pas? Et donc je suis pour cela très content d'être ici dans un institut qui est dirigé par Jean-Baptiste Froment, qui m'a toujours appris que même si on est politicien ou bien si on est technocrate, il faut réfléchir, il faut écrire, il faut continuer à parler. Donc merci Jean-Baptiste. Je n'étais pas étonné que tu m'as invité parce qu'on s'est connus dans d'autres situations et avec Jean-Baptiste, j'avais toujours eu des négociations, ou bien des négociations, oui aussi, mais aussi des réflexions sur l'architecture, n'est-ce pas? C'est d'ailleurs aussi grâce à Jean-Baptiste, je peux le dire quand même, je peux l'annoncer, qu'on a pu sauver la rénovation du Grand Palais. Mais ça, c'est quelque chose qui va apparaître sans doute dans tous les journaux dans quelques mois, dès qu'on peut ouvrir le Grand Palais. Bon, on va commencer avec une réflexion sur Instagram. Moi, je regarde très peu Instagram. Instagram, TikTok, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais si je dois et si je veux regarder Instagram, je regarde des Instagram des designers, des architectes, des théoriciens. Je peux citer Paola Antonelli, vous savez qui c'est peut-être, c'est la chef du département de design du MoMA. C'est un account Instagram que je vous conseille tous à regarder. Et peut-être encore plus sa collègue Alice Rose Thorne, qui est une
théoréticienne de design en Angleterre. Et c'est d'ailleurs Paolo Antonelli et Alice Rowsthorne qui font un podcast formidable sur l'avenir du design et l'avenir de l'architecture. Mais je dois l'avouer, je regarde aussi l'Instagram de 2 designers italiens, Forma Fantasma, et aussi l'Instagram de Olivier Gabet. Olivier Gabet, qui est le directeur du département des objets d'art au Louvre. Eh bien, je commence tout de suite avec une image de son Instagram qu'il a publiée. Il sera avec nous en mars. Ah, écoute, ça tombe bien. Thomas Demand, Olivier Gabet, donc on est entre camarades et des complices. J'ai regardé, donc je regarde toujours l'Instagram d'Olivier Gabet, qui, comme Paolo Antonelli, comme Alice Rowsthorne, comme Forma Fantasma, c'est des carnets de bord, ce sont des recommandations de publication, c'est des agendas quotidiens. Eh bien, il y a quelques années, j'ai retrouvé cette image que vous voyez sur l'Instagram d'Olivier Gabet. Qu'est-ce que c'est? C'est une image d'une exposition dans la grande galerie du Louvre de Mona Lisa en 1952. Et Olivier Gabet, il écrit, parce qu'il faut écrire avec des images sur Instagram, il écrit hashtag scénographie, hashtag scénographia, hashtag scénographie. Ça se fait comme ça. Et puis il donne des commentaires, il écrit design, drapé, baroque et théâtral. Et il en ajoute, et l'année suivante, en 1953, Carlo Scarpa, le fameux directeur, le fameux architecte italien qui a travaillé beaucoup avec les musées, on va voir des exemples, par exemple, du musée Correr à Venezia. Ce Carlo Scarpa, il expose en 1953 à Messina en Sicile, il expose des tableaux de Antonella da Messina. Et on va la voir tout de suite. Merci Oscar. Et vous voyez quelque chose de formidable. Vous voyez quelque chose de formidable, ce que Carlo Scarpa appelle un calico plissettato. Un calico plissé en coton grossière, en bleu et en rose. À l'époque, on avait à peine accès à des photos couleurs et disons que c'était toujours la photographie qui était relatée aux arts plastiques, c'était en noir et blanc. Parce que la couleur n'était pas prise au sérieux, n'est-ce pas? La couleur, c'était pour la publicité, c'était pour la kermesse, c'était pour l'entertainment. Donc, dès qu'il s'agissait des arts plastiques et des musées, on voyait que de noir et blanc. J'ai d'ailleurs demandé à Olivier Gabet, et même à Donatien Grau, et même à Sébastien Allard, les spécialistes de Louvre, mais quelles étaient les couleurs de ce Mona Lisa en 1952? Ils m'ont dit, écoute, on ne sait pas très bien. Et Olivier, c'est lui qui me répond, c'est sans doute dans un rouge profond. Bon, soit. Les commentaires sur cet Instagram de Olivier Gabet, c'est quand même assez drôle. Oui, on parle du fait que quand on regarde ça, on voit très bien qu'il y a une énorme différence entre ce qui se fait au Louvre en 1952 et après en 1953 à Messina, dessiné par Carlo Scarpa. Parce que Carlo Scarpa, c'est encore actuel aujourd'hui. Mais il y a aussi des commentaires comme « Wow, quand je vois ça, ça fait aimer même Jean-Michel Villemotte ». Bon, je trouvais ça assez drôle. Heureusement qu'ils n'ont pas dit ça doit donner une crise d'attaque à Jean Nouvel. Non, ça fait aimer Jean-Michel Villemotte. Donc, on ne connaît pas vraiment les couleurs. On pense que c'est une couleur genre cramoisi ou bien rouge profond, mais Olivier, quand il m'a envoyé son commentaire, parce que je lui ai demandé quelles étaient les couleurs, il m'a dit c'était ces couleurs, ce genre de scénographie, c'était les standards de l'époque. Eh bien, cher Olivier, c'est pas vrai du tout. Ce n'était pas du tout les standards de l'époque. En 1945, il y a Georges-Henri Rivière qui est en charge de la réorganisation des musées de France. Il va établir la scénographie française. Figurez-vous, il va établir la scénographie française. Ce n'est pas moi qui ai inventé ce mot, hein, c'est la scénographie française. Et j'ai trouvé des textes
de l'époque là-dessus. Il va inventer un musée-laboratoire avec une symétrie dynamique. L'architecture, il dit, il écrit, ne doit pas venir en concurrence avec les œuvres exposées. La grande neutralité est préconçue sans pour autant céder à la tendance, je cite, internationale du White Cube auquel la France résiste. Hein, c'est un texte de 1946. La France résiste toujours, c'est quand même formidable. Hein. C'est la culture d'excellence. Non? Il faut résister, résister. Et donc, il s'agit de concevoir un poétique du musée, d'engendrer des œuvres, un espace à enrichir la sensibilité du visiteur autant que l'instruire. Donc, ce qu'on va voir, du coup, ce n'est pas toutes des expositions, et c'est ça qui fait, pour moi, la qualité aussi d'une certaine scénographie française. On va mêler les œuvres d'art avec des recherches, avec de documentation, avec des médiations. On va voir effectivement beaucoup de vitrines. Et quand je regarde les expositions, par exemple au Centre Pompidou, je suis toujours content de retrouver des magazines, des vitrines et des documentations de recherche. Mais enfin, ce n'est pas le plus important parce qu'on veut surtout accentuer la matérialité des œuvres. Et au début, dans ces années-là, fin des années 40-50, on préfère de laisser déambuler dans l'espace les visiteurs, parce qu'il faut que les visiteurs découvrent. C'est comme ça que Richard Rogers et Renzo Piano, dans les années 70, avaient conçu, en fait, l'aménagement du Centre Pompidou. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais donc, la conception du Centre Pompidou, c'était un travail d'une agence, et cette agence se trouvait, où ça? Dans le Grand Palais. Et Renzo Piano et Richard Rogers, on va le voir plus tard, étaient influencés par un mec qui s'appelle Cedric Price, qui a développé The Fan Palace. La première fois qu'il y a un musée, ou bien un projet qui n'a jamais existé sur papier, qui est dynamique. On va répéter ça. Mais Renzo Piano et Richard Rogers veulent que les visiteurs déambulent. En 1985, vu le nombre des visiteurs, les nombres de visiteurs ont multiplié, mais aussi les œuvres ont multiplié, et on invite Gheolenti, l'architecte italien, en 1985, de réaménager complètement le Louvre. Donc, cette idée de Renzo et Richard Rogers est complètement finie. On va créer quoi? On va créer des couloirs et on va créer des simèses, n'est-ce pas? C'est fini cette grande aventure du centre Pompidou. Donc, on considère qu'un espace trop libre, c'est en fait une faculté énormément difficile. Ça demande beaucoup trop d'implication des visiteurs. Et donc, bientôt, on va carrément valoriser les œuvres d'art et on va évidemment établir un parcours. Mais pourquoi le parcours est là? Aidé par les audio guides. Pourquoi le parcours est là? Parce que les jauges des visiteurs deviennent de plus en plus importantes. Il faut laisser trafiquer dans le musée des milliers de spectateurs. Et quand le Metropolitan invente dans les années 60 le audio guide, le directeur à l'époque de Metropolitan dit « Écoute, comme ça, on peut chasser tous les visiteurs dans le Metropolitan et ses expositions. » Et ce qui est très drôle, c'est que les premières voix dans le Metropolitan des audio guides, c'est des voix des acteurs comme Kirk Douglas et les autres. Pourquoi? Parce qu'au Metropolitan Museum, on considère que les œuvres d'art doivent être, disons, vues et admirées comme les feuilletons à la télévision américaine qui racontent la vie des châteaux en Angleterre et la vie des châteaux en France. Donc, on commence à inventer des fictions, mais ces fictions, ce n'est pas du tout pour instruire le public, c'est pour laisser parcourir le public dans les expositions. Voilà. Je dirais même qu'à cette époque-là, la scénographie française qui va perdre de l'importance, sauf
à quelques exceptions près, comme quelqu'un qu'on a tous oublié, c'est le directeur du musée du Havre, qui était directeur de 58 jusqu'à 63, qui est le fameux peintre artiste Renaud Arnoux. Renaud Arnoux, qui était artiste, qui était peintre, qui connaissait très bien l'architecture, le design, mais qui était aussi quelqu'un qui était à Chicago. Et qu'est-ce qu'il a fait à Chicago? On va reprendre ce nom. Il a pu rencontrer tous les élèves de Piscator. Qui est Piscator? C'est le fameux inventeur, le metteur en scène américain qui a travaillé avec Walter Gropius. Walter Gropius qui a inventé une sorte de mise en scène, une sorte de sphère qui était complètement moderne. Ce qui est encore plus bizarre, c'est que Renaud Arnoux a travaillé avec Judith Malina et Julian Beck, de Living Theatre. Et donc, Arnoux, il rentre de ses voyages en Amérique, il est directeur du Havre, il est complètement frustré parce que les collègues de Georges-Henri Rivière disent « Arrête mon vieux à faire des conneries avec tes expériments ». Et c'est Marot qui prend son bébé et le met à la direction du Grand Palais. Et là, il va inventer des scénographies qui sont radicalement expérimentales, qui sont formidables, qu'on a tous oubliées. On n'en parle plus. Et on veut faire un effort avec le Grand Palais, j'espère que mon successeur va le continuer, à rétablir ce figure qui a voulu inventer un musée-outil. Je cite Renaud Arnoux, on va voir ça bientôt. Donc, la scénographie française qui était radicale dès le début va devenir de plus en plus normale et la scénographie en général, en fait, dans les musées, surtout les musées de sculpture et de peinture, devient une scénographie qui a peur de la scénographie. À l'international, c'est surtout les départements de design et d'architecture et parfois aussi les départements de la photo qui sont absolument radicaux. L'exposition de Family of Man, qui était conçue par Edward Steichen, inspirée par le fameux designer Herbert Bayer, au MoMA, ce sont des exemples exceptionnels. Hein. Si vous voyez ce qui s'est passé au MoMA depuis les années 30 jusqu'aux années 60, c'est absolument exceptionnel. Mais donc, il y a à peine des approches innovatrices qu'on reconnaît. On oublie chaque fois. Et pourtant, il y a toute une histoire. Il y a toute une histoire de nouvelles manières de présenter l'art moderne et l'art contemporain. Et tout au long de ma carrière, j'étais intéressé par ce dispositif d'exposition. J'essaie d'éviter le mot scénographie, des dispositifs d'exposition. J'étais très content de pouvoir étudier le travail d'Alexander Dorner dans les années 20 à Hambourg. Dans les années 30, Dorner, il était au Rhode Island College of Art and Design et il a écrit un manifesto que vous devez tous lire. Ça s'appelle « Why Art Museums ». C'était un speech qui n'était jamais publié, qu'il a tenu en 1934. Évidemment, j'ai pu suivre le travail d'autres architectes et je suis très content que j'ai eu le temps ces dernières 40 ans de pouvoir travailler avec des architectes comme Herzog de Meuron, Rem Koolhaas et plein d'autres. Je préfère d'utiliser le mot « display ». Pourquoi? Le mot « display » vient du mot latin « displicare ». Et quand on pense à « displicare », c'est aussi en fait l'origine du mot, dans le vieux français, « desplier », « desployer », « déplier ». Desplicare, desployer, desplier, déplier. Et donc, display, displicare, en allemand on dit offenlegen, donc rendre ouverte, c'est un peu ça. C'est une action qui est quand même beaucoup plus complexe, beaucoup plus risquée que scénographie. Parce que où commence une exposition? Une exposition commence quand même dans une institution. Une exposition est quand même dans un bâtiment qui existe souvent, le plus souvent. Dans des bâtiments qui ont certaines expressions d'architecture, dans des bâtiments qui ont certaines formes d'identité. C'est beaucoup plus vaste, beaucoup plus riche qu'en fait de parler d'un classement des œuvres plus ou moins immersif avec un parcours plus ou moins strict, n'est-ce pas?
Et je vais vous montrer des exemples qui tiennent compte de ces genres de conditions, de ces genres de matérialité et ce genre de définition. Donc, displicare tient compte de beaucoup plus que scénographie. Surtout ce que moi j'appelle aujourd'hui la scénographie française, parce que je ne sais pas si vous avez déjà organisé des appels d'offres avec des scénographes. Eh bien, on entend toujours la même chose. Il faut mettre en lumière les œuvres d'art, et puis il faut qu'on crée une très belle expérience, et il faut transcrire le propos de l'exposition. C'est bien, mais il y a beaucoup plus de choses à faire. Et pour moi, il y a des exemples historiques comme Dorner, mais aussi comme Friedrich Kiesler, comme Carlos Scarpa, comme Lina Bobardi, comme Rem Koolhaas, comme le designer allemand Constantin Gritsch, et même j'étais très content de pouvoir travailler avec des artistes, des displayers par excellence, comme Dan Graham, des displayers par excellence comme Paul McCarthy, surtout Richard Hamilton, ou même le photographe Wolfgang Tillmans. Évidemment, j'oublie Thomas Demand, qui a parlé ici il y a 5 ans, qui est, selon moi, un des meilleurs displayers. Vous avez pu voir ses expositions au Jeu de Paume, peut-être aussi dans le National Gallery. C'est quelqu'un qui connaît très bien l'architecture. C'est comme Thomas Schutte, c'est aussi un peu un architecte frustré ou un architecte jaloux. Moi, j'aime bien des artistes qui sont des architectes frustrés. Absolument. C'est Wolfgang Tillmans qui a construit maintenant son propre maison à Berlin, par exemple. Et donc, il a dû signer avec un architecte parce qu'il n'a pas de signature, il n'a pas de contrat. Mais il y a pas mal des artistes qui sont des architectes frustrés. Ce sont les meilleurs. Voilà, tout ce que je dis. Donc, on va faire un petit voyage, 40 ans, de New York à Rotterdam, à Munich, à Londres, à Berlin et à Paris. Je vais vous montrer des exemples. On va finir avec Jürgen Teller, une exposition que j'ai initiée pour le Grand Palais éphémère, avec l'architecte sublime anglais, qui est le doyen de l'architecture, le département de l'architecture à Zurich, de ETH, Tom Emerson, avec son agence 6A Architects. Nous allons évoquer des paramètres de définition comme l'architecture dans l'architecture, des architectures temporaires. Le pavillon, le nom pavillon, indique en fait le nec plus ultra de l'architecture temporaire, l'architecture des expositions. On va tout de suite comprendre pourquoi. Il y a l'architecture dynamique, on a déjà parlé de Cedric Price. Il y a aussi l'identité d'une architecture donnée. Et puis, on va parler des conditions comme reconstruction, l'échelle domestique, domesticité, si ça existe en français, performalité, convivialité, participation et même mobilité. Et on va parler, troisième catégorie, des matériaux, le défi des cimaises. On va constater tout de suite que pour Carlos Scarpa et Lina Bobardi, les cimaises c'était un nightmare, c'était un mauvais, zeg je dan nightmare? Un mauvais rêve. Un mauvais rêve. Et voilà, Oscar il est formidable parce qu'il m'aide à me sortir de mes mauvais rêves. Et il y a le défi des cimaises, il y a les textiles, il y a les chevalets, toujours des chevalets, il y a des socles, le problème du socle, la frustration du socle, il y a les vitrines, tables et il y a des projections. Voilà, on va commencer. C'était un peu une introduction un peu longue, mais comme ça, on va mieux comprendre ce qui se passe. Ça, c'est un magazine qui n'existe plus, publié une série de magazines qui s'appelle Displayer par le ZKM à Karlsruhe. Et il faut faire attention, tu peux le pointer. Il y a 2 articles, ou bien il y a une autrice et un article que je veux vite évoquer parce que c'est essentiel. C'est l'autrice Béatrice Colomina et l'exposition This is Tomorrow. L'exposition This is Tomorrow est une exposition qui est organisée par des Independent Group. Les Independent Group, c'est un groupe qui consiste des architectes, des designers, des artistes, même des musiciens, qui commence à exister à partir de 1952 à Londres au sein de l'ICA. Il y a pas mal de surréalistes qui sont impliqués dedans, comme Ronald Penrose, le mari de Lee Miller et d'autres. Mais eux vont organiser une exposition radicale dans le Whitechapel Gallery à Londres en 1956, qui va durer 9 semaines. Ça, c'est, ou bien 8 semaines, du 8 août jusqu'au 9 septembre 1956. À l'époque, c'était normal. L'exposition Vermeer à Rotterdam en 1934 a duré 6 semaines et a attiré 400 000 spectateurs. C'est pas mal, hein?
L'exposition de l'art dégénéré à Munich en 1938-39 a duré aussi 5 semaines, a attiré 300 000, 400 000, 500 000, on dit, spectateurs qui étaient évidemment tous obligés d'y venir parce que quand on était membre du parti nazi, il fallait voir cette exposition. C'était la première exposition éducative sponsorisée par l'État, n'est-ce pas? Mais à l'époque, les expositions duraient quelques semaines. C'est pour ça que je n'ai pas honte de dire que quand on a organisé Anselm Kiefer au Grand Palais, éphémère, ça a duré 3 semaines et demie, 4 semaines et demie. Et la même chose avec Jürgen Teller. Je comprends très bien que les expositions aujourd'hui durent plus que 4 mois, mais je pense que c'est aussi intéressant de réfléchir sur la duration, la durée courte d'une exposition. Donc, en 1956, il y a 12 groupes d'artistes, il y a au total 36 groupes, et il y a 2 groupes qui font quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce que de plus en plus, et aujourd'hui, de plus en plus, mais dès le début, on va voir des reconstructions de ces deux interventions. La première intervention, c'est l'intervention de Allison et Peter Smithson. C'est les grands architectes anglais, n'est-ce pas, les inventeurs du brutalisme, qui travaillent avec Nigel Henderson et avec Edoardo Paolozzi. Et le deuxième groupe est coaché par Richard Hamilton. On va regarder tout de suite... on peut switcher aux images parce qu'on va revenir, très bien. Voilà, c'est ici. Ouais. Donc ça, c'est la cabane inspirée par l'architecture anglaise qu'on trouve tout dans les suburbs de Londres et Manchester et Liverpool. C'est le travail de Peter et Allison Smithson. Ils ont conçu un patio, mais le travail s'appelle Patio and Pavilion. Et c'est Peter Smithson avec Allison qui introduit cette notion de pavilion. Il ne faut pas oublier qu'avant, il y avait l'exemple parfait de pavillon de Barcelone, de Mies, en 1928. Personne n'a vu ce pavillon de Mies en 1928. Il n'y a pas de commentaire de l'époque. On ne parle pas du tout de Mies et ce qu'il a fait à Barcelone jusqu'au 1947, jusqu'à la rétrospective de Mies au MoMA. Et ça a duré jusqu'aux années 70, quand enfin on parle d'une des facettes les plus importantes de ce pavillon de Mies, c'est l'intervention de Lili Reich, l'épouse de Mies, qui a fait une architecture de textile, n'est-ce pas? Pavillon va devenir quelque chose d'extrêmement important, et Peter Smithson et Allison Smithson disent le mot pavillon, c'est le nec plus ultra de l'architecture temporaire et donc de l'exposition de l'architecture. It's the new before the new. Et maintenant, on comprend beaucoup mieux ce qui se passe au Serpentine Gallery à Londres. Pourquoi les directeurs de Serpentine Gallery à Londres ils ont introduit le mot de Serpentine Pavilions avec Bjarke Ingels, avec Jean Nouvel, il y avait Francis Quéré, et il y avait Frida Esquerabado. Et donc, il y avait plein d'architectes qui ont fait une architecture temporaire. Ils ont inventé une architecture d'exposition, n'est-ce pas? Et donc, la deuxième intervention dont on parle toujours, qui est toujours reconstruite, c'est l'intervention de Richard Hamilton avec un groupe d'artistes presque inconnus. Et ce que Richard fait avec son groupe des architectes, c'est introduire the high street. Et c'est le fameux nucléus, en fait, du pop art. Et ce qu'on va voir, c'est que ces 2 groupes d'intervention dans l'exposition de 1956 vont être reconstruits tous les 4-5 ans. Chaque fois. J'ai moi-même participé à la reconstruction en 1987 à New York dans le Clock Tower Gallery dans la série d'expositions Modern Dreams. Et depuis, ça a été reconstruit à la Reina Sofia, à la Magba, mais aussi à Londres. Maintenant, on va retourner. Donc, Displayer raconte dans le magazine ces histoires, et Displayer, évidemment, met aussi l'accent sur le début de toutes ces histoires, et ça, c'est le travail d'Alexander Dorner, ici, voilà. Ça, c'est le cabinet abstrait de Lissitzky, que Dorner a inventé avec Lissitzky en 1928 à Hanovre, dans un musée de province. Et ce qui se passe, ce qui est formidable, c'est que aussi, c'est pas un pavillon, c'est une chambre, a été reconstruit
d'une façon illimitée presque. C'est chaque fois quand il y a une exposition de l'origine de l'art abstrait ou bien de Lissitzky, on répète cette chambre, une chambre où il y a des meubles de design danoises, parce que Alexander Dorner était fou amoureux de ce qui se passait en Danemark. Il y avait des tableaux de Mondrian, il y avait Malevich, il y avait Lissitzky. Et c'est Lissitzky qui a pris l'initiative de créer une architecture d'atmosphère que Alexander Dorner appelle een echte ervaring, une expérience réelle. Ce qui est absolument fascinant, c'est que dans son musée en 1928, il y avait pas mal de reproductions des œuvres d'art qu'il a fait ensemble avec les artistes. C'est aussi la grande époque où Walter Benjamin va préparer la reproductibilité de l'œuvre d'art, n'est-ce pas? Et donc, la discussion dans la République de Weimar, bien avant Benjamin, sur les répliques et les reproductions des œuvres d'art, a commencé là. Et on a toujours un peu de gêne, nous, quand on fait une réplique d'une œuvre d'art, une reconstruction, un facsimilé, parce qu'on aimerait bien toucher l'œuvre dans son origine. Et écoute, à l'époque, c'était tout à fait normal de travailler avec des techniques de reproduction, n'est-ce pas? Un deuxième exemple qui est fantastique, c'est quand même deux exemples de 42. Il faut oublier ce qui se passe en Europe, parce que Alexander Dorner, il part, il quitte aussi l'Allemagne, il doit quitter, il va au Rhode Island Design College où il continue ses expériments, mais là aussi il a des difficultés. Il n'a pas de difficultés avec les nazis, mais il a des difficultés avec the faculty of the Rhode Island University, parce qu'il trouve qu'il va beaucoup trop loin. Il va donc écrire Why Art Museums, n'est-ce pas? Et puis il y a Kiesler, Friedrich Kiesler, aussi quelqu'un qui a quitté l'Europe. Et Kiesler, il conçoit pour la galerie de Peggy Guggenheim à New York, Art of the Century, il conçoit des socles. Non, il conçoit des chaises. Non, il conçoit des socles qui sont des chaises et des chaises qui sont des socles. L'idée, c'est de bouger avec ces chaises, c'est de s'asseoir sur les chaises, mais aussi monter des œuvres d'art. Et ça s'appelle the correlation chair. Et là, on voit la première indication, ce qui va être très intéressant, du problème du socle. On va en parler plus tard. Kiesler, il invente des nouveaux systèmes de mise en scène de théâtre, de mise en scène ou bien de la programmation et de projection de cinéma, et aussi des expositions. Et en même temps, dans la galerie Sidney James, Marcel Duchamp, il invente l'architecture, le dispositif d'une exposition avec des très grands tableaux de surréalistes. Et il oblige Sidney James, le fameux galeriste, d'aller acheter 6 km de ficelles. Et donc, il va créer un environment avec des ficelles. Eh bien, c'était pas gai de visiter cette exposition. Et en même temps, les deux fils de Sidney James ont joué du foot dans la galerie. Et Marcel Duchamp avait donc, en fait, conçu les images presque comme des images des panneaux publicitaires ou bien des panneaux dans des halls sportifs. Deux expériments de 42, et déjà on voit que le problème c'est les murs, n'est-ce pas? Et c'est donc Carlo Scarpa, quand il travaille dans le musée Correr, qui est aussi confronté avec des murs, et c'est lui qui va inventer des chevalets pour exposer des œuvres d'art, un thème qui est repris 10 ans plus tard, en 67-68, par Lina Bobardi au MASPE à Sao Paulo. Cette expérience de Sao Paulo était vite finie, mais c'est grâce à Adriano Pedrosa et son équipe qu'on a repris avec des nouvelles technicités, parce que ce n'est pas simple, de monter ces socles, ce sont des socles, ces chevalets de Lina Bobardi. Et ce qu'on voit, comme dans le Louvre-Lens, la scénographie d'Adrien Gardère, que le spectateur peut se déambuler dans cet espace et peut en fait constituer sa propre chronologie. On continue. Là, on a parlé de Whitechapel de 56 avec Richard Hamilton. Et d'ailleurs, quand on voit l'image prochaine, on voit qu'en 68, que le Whitechapel continue à faire des expériences. Et ça, c'est la reconstruction d'une expérience de tropicalismo, le mouvement en Brésil,
que Helio Tessica et ses complices, c'est un artiste d'avant-garde brésilien, il avait fait un espace tropicaliste en Brésil qu'il a refait à la demande de Whitechapel Gallery, donc à Londres. Pour moi, c'était tous des exemples. J'ai eu l'occasion de pouvoir travailler beaucoup avec Richard Hamilton, j'ai eu l'occasion de travailler beaucoup avec des gens comme Helio Tessica et d'autres. Et puis, je me disais, je vais faire du théâtre, je vais faire du cinéma, je n'ai pas envie de faire des expositions. Et ma première exposition, c'était le jardin de théâtre Bestiaire. Pourquoi? Parce qu'en 1983, quand je bougeais dans le milieu du théâtre, la danse et surtout le cinéma, je me disais, les arts plastiques, ça ne m'intéresse pas tellement parce que j'étais surtout intéressé à l'art conceptuel. Et en 1983-1984, il n'y avait plus moyen de parler de l'art conceptuel. Il fallait parler de la peinture figurative. Je me disais, mon Dieu, dans quel milieu je suis arrivé, quoi, de devoir parler avec des peintres figuratifs. Moi, j'adorais les conceptuels parce que moi, je suis belge, j'adore Marcel Brotars et les autres. Mais enfin, je trouve un magazine en 1983 qui s'appelle Golden October. Et là, on voit architecture, sculpture, peinture, décoration, photographie, film, musique, théâtre et danse. Il y avait des articles de Jean-Luc Godard dedans, un article de Pina Bausch, mais aussi de Thomas Schutt, mais aussi de Dan Graham et d'autres. Et le magazine commence avec tout et entre les deux. Et qu'est-ce que je vois? Les images de passion de Jean-Luc Godard, des images de passion qu'il a réalisées dans le studio de Francis Ford Coppola, avec son grand caméraman, vous le voyez là à droite, Jean-Bernard Menou, et il va reconstruire des tableaux pour le cinéma. Et je me disais, c'est ça que je veux faire. Voilà. Et donc, j'ai eu l'occasion de pouvoir produire un théâtre qui s'appelle Jardin Théâtre Bestiaire, qui a commencé à New York et à Sevilla, qui a continué. Et c'est une exposition, et j'en suis très fier, qui a été achetée par l'État français. L'exposition existe, c'est dans la collection du CNAP. L'exposition est complètement documentée. Et si vous voulez, on peut le reconstruire tout de suite. On l'a fait récemment au Fresnoy, on l'a fait aussi à Munich. Et c'était une idée que Richard Sennett m'avait donnée. Parce que Richard, qui avait marre aussi des arts plastiques, parce qu'il trouvait le milieu un peu bébé, il vient de la musique et de l'opéra, ce sont des disciplines très sérieuses. Et Richard me disait, écoute, il faut inventer quelque chose comme dans le théâtre. Il faut faire le replay des expositions. On l'a bien vu, le replay des expositions, quand Rem Koolhaas était impliqué par Miúcha Prada pour faire un replay de When Attitudes Become Form. Et puis, écoute, on peut varier, n'est-ce pas, comme dans l'opéra et le théâtre. Il faut donner une interprétation. Mais donc, cette exposition existe. Prochaine slide, please. Et là, c'était donc le scénario de Rudiger Schüttler qui avait écrit un script. Et à la base du scénario, on a pu travailler avec des architectes et des artistes. On a construit un théâtre avec des tribunes. Il y avait un baldaquin comme dans le théâtre avec de la lumière. Il y avait de la musique, il y avait des projections des images, mais aussi des films, parce que j'avais obtenu le droit de projeter et de couper pour le projeter l'année derrière à Marienbad. L'idée de jardin, c'était seulement un alibi pour faire une expérience. Et là, on était très contents que Dan Graham et Jeff Wall et Rodney Graham et Thomas Schutt et Ludwig Gerdes ont accepté de jouer le jeu et de construire des modèles de théâtre, des modèles de paysage. Mais l'idée, c'était de vraiment travailler ensemble. Aujourd'hui, on ne peut plus le faire parce que les artistes, la première chose qu'ils demandent, quand vous dites « on va faire une exposition de groupe », ils demandent « moi, je suis à côté de quel artiste ?» C'est plutôt le collectionneur qui téléphone et la galeriste, évidemment, parce que X ne veut pas à côté de Madame Z et Madame Z ne veut pas être à côté de Monsieur M. C'est comme ça. À l'époque, c'était complètement autre chose. Il faut s'imaginer que Juan Muñoz et tout le monde travaillaient ensemble. Il y avait de la musique de Glenn Branca, il y avait des projections d'Alain René l'année derrière à Marienbad, ce qui n'est plus possible aujourd'hui parce que vous savez que c'est Chanel qui a les droits de ce fameux film. Donc, ça va être compliqué. Et donc, ce qu'on a réalisé, c'est un théâtre. Ici, vous voyez une vue d'en haut, vous voyez des maquettes. Le public pouvait s'asseoir sur les tribunes, on entendait de la musique. Vous voyez un travail de Le Rouge de Monsieur Jeff Wall. Et puis,
en fait, le metteur en scène de l'exposition, c'était Juan Muñoz, qui avait installé un prompteur. Donc, c'est lui qui dirigeait, en fait, cette exposition de prompteur de Juan Muñoz. Et puis, les autres maquettes jouaient l'entre eux. Vous voyez ici le travail de Jeff Wall, et derrière, vous voyez une vitrine de James Coleman, et vous voyez à l'intérieur du cabinet de maquette de Dan Graham, prochain slide, vous voyez la réflexion de maquette de Jeff Wall. Donc l'idée, c'était vraiment faire quelque chose comme un tableau vivant. J'ai continué à travailler avec Dan Graham, et Dan Graham, c'était quelqu'un qui m'a fait quand même rêver de tout ce qui s'est passé dans les années 20, quand il m'a parlé de Gropius et le travail que Gropius avait fait pour Piscator, et quand Gropius a conçu un théâtre idéal pour Piscator, qui est le Total Theater de 1928 au sein de Bauhaus, c'était jamais reconstruit. Mais c'est une expérience qui était très importante pour des gens comme Dan Graham, mais encore beaucoup plus important pour tout ce qui se passe à Montréal, par exemple, et Osaka, dans les expositions mondiales. On voit tout d'un coup, à partir des années 60 et surtout des années 70, apparaître des énormes multimedia spaces qui ressemblent en fait à l'expérience de Gropius et Piscator, et surtout les discothèques en Italie. Il ne faut pas sous-estimer l'architecture des discothèques en Italie. Ça, c'est beaucoup plus important que quoi que ce soit. Il faut que vous achetez le catalogue de Vitra sur l'histoire des discothèques de Bologna, les discothèques di Firenze, et là, on voit qu'il commence quelque chose à naître qui est complètement nouveau. Et pour moi, en fait, presque l'espace muséal idéal, c'est pour le moment The Sphere à Las Vegas. C'est un bâtiment de 110 mètres d'auteur avec un écran de 15 000 mètres carrés. Et là, il y a maintenant U2 en residence. Et j'espère aussi que les gens, les propriétaires de Sphere à Las Vegas, qui ont déjà travaillé avec Rem Koolhaas d'ailleurs, pour concevoir un Guggenheim à Las Vegas, j'espère qu'à un certain moment, ils vont nous laisser aussi faire des expériences, nous les pauvres, non, n'est-ce pas? Mais donc, c'est un bâtiment qu'il faut absolument étudier parce que je considère l'histoire des discothèques, l'histoire des concert stadia, je trouve ça exceptionnel. Avec Dan Graham, j'ai évidemment pas fait des concert stadia, mais Dan était toujours intéressé à Gropius et à Piscator quand on a construit des pavillons comme celui-là en 85, Interior Design for Space Showing Videotapes avec les réflexions, et surtout quand on a essayé de produire The Children's Pavilion avec Jeff Wall et Dan Graham, un projet qu'on n'a jamais pu construire parce que c'était intéressant que les gens, même aux Pays-Bas, disaient « Est-ce que c'est de l'architecture? Non. Est-ce que c'est des arts plastiques? Non. Est-ce que c'est du théâtre? Non. » Vous avez vu l'image de Jean-Luc Godard dans le Golden October? Vous avez lu le titre en allemand, Alles ist zwischen zwei. Tout est entre les deux. Et c'est ça qui m'a intéressé dans le display des expositions, de travailler entre les deux, de créer un nouveau genre qui n'est pas art ni architecture, parce que j'ai bien écouté Lawrence Alloway en 1956, quand il a écrit dans le catalogue de l'exposition This is Tomorrow que le hier de demain n'est pas encore arrivé. Et la relation symbiotique entre l'art et l'architecture n'a pas été encore atteinte. Et donc ça, c'est Lawrence Alloway qui l'annonce déjà avec l'expérience du Whitechapel. On continue. À Rotterdam, j'ai pu travailler beaucoup avec Dan Graham et surtout avec Rem Koolhaas. Et à un certain moment, Rem Koolhaas a eu la commande de construire un musée à Las Vegas pour le mec qui est maintenant le propriétaire de Sphere. Et ce qui était formidable, c'est que j'adorais Richard Serra parce que Richard Serra, c'était un brutal. Et Richard me disait, écoute, tu es devenu le plus jeune directeur des Pays-Bas. Chris, tu dois vraiment m'écouter. L'œuvre que vous avez de moi, ça vaut plus rien parce que vous avez utilisé ça, pas comme une sculpture, mais comme un mur pour couvrir la boutique du musée. Donc, c'est plus un Richard Serra. Je dis, Richard, ça me convient tout à fait parce que moi, je ne suis pas content non plus. Et est-ce que je peux l'avoir?
Il m'a dit, oui, oui, tu peux l'avoir parce que ça ne vaut plus rien, quoi. Ça vaut $6,000 peut-être, c'est du Corten Steel. Et j'ai invité Rem Koolhaas, et là vous voyez Rem avec Hans-Ulrich Obrist, c'était début des années 90. Et là, on a commencé à expérimenter avec Corten Steel, qu'il a fait à Las Vegas, qu'il a fait aussi au Stedelijk Museum avec des magnets. Et ça, c'était quelque chose qui était important pour nous, c'est cette idée de mobilité des œuvres d'art. Mobilité qu'on voit chez Dorner en 1928, qu'on voit déjà aussi dans les expériences de Richard Hamilton. Et Rem Koolhaas voulait absolument travailler avec cette idée de mobilité. Chaque jour, on va changer les œuvres d'art. Évidemment, c'est resté un peu une illusion, parce que vous savez très bien que maintenant que Madame Rouf a disparu du Stedelijk Museum, que c'est fini aussi avec l'aventure de Rem Koolhaas dans le souterrain du Stedelijk Museum, où il avait utilisé le même Corten Steel pour accrocher des œuvres de la collection et pouvoir changer ces œuvres de la collection du Stedelijk Museum. Et chaque fois qu'on a essayé de faire des expériments, évidemment, ça a foiré, oui, je l'avoue. Mais je vais vous donner peut-être une petite solution à la fin de cette conférence. Ce qui m'intéressait aussi, parce que vous avez des choses spectaculaires, mais ce qui m'intéressait moi aussi, parce que je viens du pays de Marcel Brothaers quand même, c'est la domesticité et l'échelle domestique des œuvres d'art. Travailler avec des vitrines, travailler avec des tables, c'était pour moi très important. Ça, c'est une exposition que j'ai réalisée sur des éditions et des multiples, où tout le monde était assis, bien tout le monde, 4-5 personnes étaient assis autour d'une table, et ils pouvaient manipuler, regarder, écouter des œuvres de Louise Lawler. Vous voyez un t-shirt de Louise, vous voyez une vidéo de Douglas Gordon, et ça c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, la domesticité des expositions. Prochain slide. C'est aussi quelque chose qui m'a intéressé à pouvoir travailler avec des designers comme Konstantin Girčić. Ici, on a fait une exposition qui ressemble à un studio de photographie, un studio de cinéma. Et là, on a exposé des designs, des meubles de design de Girčić. Et c'est avec Girčić que j'ai pu continuer de travailler en développant des vitrines et surtout des expositions pour des vitrines. Et vous devez tous aller voir au Musée de Luxembourg à partir du 12 mars l'exposition de Girčić avec une scénographie, un display de Girčić autour des designs, des instruments de design pour le sport. Ça, c'est une exposition qu'on a faite très tôt, il y a 25 ans presque, au Haus der Kunst. Et puis en 2008, on a travaillé pour le magazine Haute 32C, c'est le magazine de la mode berlinoise. On a construit une vitrine, on a mis un copyright là-dessus, et donc on a vendu pas mal cette vitrine avec cette idée de mettre en exposition comme dans un storefront, n'est-ce pas? Comme dans un storefront, ça c'était l'idée de présenter comme un storefront des œuvres d'art. Ce qui m'a fasciné aussi dans le travail de Dayanita Singh. Quand j'ai parlé de Family of Men, de Edward Steichen, je pense tout de suite à Dayanita Singh. Prochaine slide. Dayanita Singh qui a construit des petits musées, de little museums, des book buildings. Et ce sont en fait des book buildings for photography. Okay? Et quand je vois ça, je pense tout de suite à Steichen, The Family of Men, et je pense à toutes ces expositions de photographie tellement emmerdantes. Parce que c'est vraiment emmerdant, les expositions de photographie. Hein. Une photo, une deuxième photo, troisième photo, encadrée. Vous savez que la photographie appartient dans des albums, n'est-ce pas? On a commencé à déchirer les photos de Muybridge et encadrer contre un mur. Mais heureusement, aujourd'hui, les photobooks sont plus importants que les expositions de la photo. L'exposition de la photo, c'est la promotion d'un photobook. Et quand je suis à Arles, je regarde d'abord les photobooks et puis peut-être une exposition. Et vous savez très bien que l'exposition de Diane Arbus à Loom à Arles, c'était complètement foiré. Hein? Il faut mieux acheter un livre de Diane Arbus. S'il vous plaît, ça coûte moins cher aussi, ça coûte 35 €. Ça vaut la peine. Et donc, ça, c'était aussi le défi pour pouvoir travailler avec Jürgen Teller. J'ai travaillé beaucoup contre et avec l'identité des bâtiments. Et j'ai souvent travaillé avec Maurizio Catalan. Et là, on a commencé à travailler sur l'idée de la ruine. Dans des salles où il y avait Vermeer et d'autres, on a donc cassé le sol, où Maurizio Catalan a montré Praying Hitler, je vais vous montrer ça plus tard, et surtout ce
petit autoportrait de Maurizio qui était debout, ma chaise dans mon bureau. Donc, je ne pouvais plus utiliser mon bureau qui était en dessous parce qu'on avait découvert asbeste dans les layers du sol. Et donc, on a dû mettre une vitrine là-dessus parce que c'était devenu quand même assez dangereux. Donc, ça, c'est un travail contre identité de bâtiment que j'ai répété souvent à Munich. Prochain slide. J'ai travaillé beaucoup avec des projections comme une forme d'architecture. Ici, vous voyez William Kentridge. Et on a présenté une projection sur le plafond de William Kentridge qu'il avait donc développé pour le plafond avec la musique. C'était un loop avec un système de miroirs. Vous pensez aux églises à Venezia. Et là, le public pouvait voir donc l'expérience de Kentridge dans ces miroirs. À la fin, vous voyez un travail de Philippe Pareno. Et donc ça m'a toujours intéressé. Aussi, ce qui m'a intéressé, c'est l'architecture des dépôts. Quand on parle aujourd'hui de dépôt, le Open Depot, ça a commencé avec un projet qu'on a fait avec Hans Hake. On avait invité Hans Hake au Boijmans van Beuningen de vider tous les dépôts du musée Boijmans van Beuningen et on avait accroché, selon certaines catégories, dans le musée Boijmans van Beuningen, toutes ces œuvres, qui a rendu malheureux, évidemment, le conservateur, qui disait, mais enfin, ce n'est pas un travail. Et je pense que c'était quand même quelque chose de très important, vu aussi le succès d'aujourd'hui, je l'avoue, qu'il y a une pièce de théâtre, le Open Depot de Rotterdam. Et puis le problème du socle. Moi, je suis fasciné par des socles. J'ai beaucoup travaillé sur les socles avec Geert Tschirch. Et ici, vous avez un exemple parfait du problème du socle, la frustration du socle. C'est le fameux Pietà Rondandini de Michelangelo, la dernière œuvre inachevée de Michelangelo, qui est maintenant présentée sur un socle et un système de sécurité de Michele De Luca à Milano. Et depuis des années, ce socle a posé des problèmes. Le socle original, c'était ce socle-là. Voilà, ça c'est le socle romain. Mais en 52-53, Milan a demandé au sculpteur Manzu de créer un socle que tout le monde, la ville, surtout la ville de Milano, a détesté. Donc, plus de socle de Manzu. Puis, ils ont développé un socle qui était celui-là. Pas du tout acceptable non plus. Ce socle était formidable parce qu'il pouvait tourner aussi, légèrement tourner. Et donc, il y a chaque année des discussions autour de ce socle. On appelle ça le socle problem. Et c'est vraiment un problème partout. Et on est arrivé avec ce socle complètement chiant de Michele De Luca. Et vous voyez, quand je retourne maintenant à Manzu, et le socle après, c'est beaucoup plus intéressant que le socle de Michele De Luca, n'est-ce pas? Le problème du socle, ça m'a toujours intéressé. Quand j'ai travaillé avec Hubert Damisch, on a de nouveau vidé les dépôts du musée. Cette fois-ci, on a pris une sélection des œuvres d'art et on a demandé aux techniciens, selon les instructions du public, de jouer un jeu d'échecs avec les œuvres d'art. Donc, le public était à côté de l'exposition et pouvait instruire les techniciens. Est-ce que vous pouvez, messieurs, porter le soloïde à gauche? Est-ce que vous pouvez porter le soloïde à gauche à côté de Magritte? Et on avait donc montré les œuvres sur un jeu d'échecs, qui était aussi un jeu sur le socle, avec des caisses de transportation où on avait monté les œuvres. Et vous allez voir, c'est ça qui a influencé, j'en suis très fier, il l'a dit aussi partout, Rem Koolhaas, quand il a travaillé avec Tsetis pour l'exposition Recycling Beauty à la Fondation Prada. Mais avant, je vais vous parler de l'identité d'un bâtiment, parce que ça, c'est aussi une forme d'architecture. J'étais directeur de Haus der Kunst, un Haus der Kunst qui était quand même un bâtiment de Hitler, conçu par Trost, c'était le Private Kunsthalle de Hitler. Vous voyez ici les parades à l'extérieur et puis les parades à l'intérieur, soi-disant. Et la première exposition qu'on a faite, c'était Partners avec Aidessa Hendels, une collectionneuse canadien formidable qui était né, conçu dans un camp de concentration, Mauthausen, à la fin de la guerre. Et elle a commencé à acheter des jouets qui appartenaient à des enfants juifs, des jouets et surtout des teddy bears, des ours, qui étaient dans le milieu de SS-Kameradschaft
et aussi dans le milieu de Gestapo. Tout ça, ce sont des jouets et des matériaux qu'on a retrouvés à la libération des camps, surtout dans les hangars où il y avait tout le matériel collectionné. Et on a décidé de créer une exposition avec des milliers de photos et milliers d'ours qui montrent donc cette idée de la collection où il n'y a pas de différence entre high and low de Idessa Henders. Il y avait des interventions de Bruce Nauman, il y avait des interventions de Paul McCarthy, il y avait des interventions de Hannah Darboven, il y avait aussi cette intervention de Maurizio Catalan qui a pour la première fois montré donc le Praying Hitler après nos expériences à Rotterdam. Mais aussi l'extérieur du Haus der Kunst nous a inspirés parce que donc à la fin de la guerre, les Américains ont libéré Munich. Le Haus der Kunst n'était pas du tout abîmé parce que les nazis avaient rendu le Haus der Kunst comme un énorme jardin, comme une énorme plante. Et c'est ça qui nous a donné l'idée de demander Paul McCarthy de couvrir comme un camouflage le Haus der Kunst et aussi d'intégrer une forteresse dans le Haus der Kunst pour tourner un western film. C'est là qu'on a commencé à tourner un western film avec Mike Kelly et d'autres, un western film qui n'était jamais abouti parce que le budget, évidemment, n'était pas jamais assez. Et ils voulaient vraiment tourner une fiction. On avait engagé des acteurs, mais ça n'a jamais marché. Voilà. Enfin, mais quand même, les architectes qui étaient avec nous chaque fois pour discuter les possibilités de travailler avec des monuments comme le Haus der Kunst et aussi de travailler avec l'architecture, c'était à gauche Jacques Herzog et Pierre de Meuron et à droite Colas. Et on les a mis chaque fois autour de la table. On a discuté qu'est-ce qu'il faut faire. Et là, vous voyez un peu le résultat parce que de tous ces exercices, de toutes ces recherches, ça c'était un des résultats. C'est l'exposition Recycling Beauty chez Prada, conçue par Salvatore Settis, avec des socles conçus par Colas et des tables, socles conçus par Colas, qui étaient inspirés aussi par le travail d'Hubert Damisch. Vous savez qu'Hubert Damisch était un des meilleurs amis de Rem Koolhaas. Et là, vous voyez les tables de Rémy Zauch, les Herzog de Meuron. Donc, de nouveau aussi une espèce de domesticité, n'est-ce pas? Un autre matériel qui m'a complètement influencé, c'est le textile. Et l'architecture de textile, je trouve que c'est un matériel qu'il faut de plus en plus utiliser. C'est Hala Varde qui est avec nous ce soir, qui l'a utilisé pour l'exposition formidable de Nan Golden, que vous allez voir au Grand Palais en 2026. Et c'est Hala qui a créé une architecture de textile. Ici, j'ai beaucoup travaillé avec Petra Blaise, qui est un peu le Lili Reich, je vais vous expliquer pourquoi, de Pays-Bas. C'est elle qui a fait les textiles pour l'opéra la Philharmonie à Porto, la Casa Musica, et on l'appelle Lili Reich. Pourquoi? Parce que, Lili Reich était la compagne de Mies, et Petra, c'est la compagne de Rem Koolhaas. Et ce qui est très intéressant de voir pourquoi les femmes se sont concentrées sur les textiles. Ça a à voir aussi avec l'histoire de Bauhaus, n'est-ce pas? Parce que les pauvres femmes comme Günter Stolzel étaient obligées par les fameux architectes de se concentrer sur les textiles. Ce qui est le plus intéressant, d'ailleurs, les plus intéressantes photos de Bauhaus, c'est les Japonais qui ont fait des photos et surtout les femmes qui travaillaient dans le textile, qui ont fait des expériments de la photo sublime. C'est Alice Rowstorn qui a écrit là-dessus, mais sublime, sublime, sublime. Enfin, ici, vous voyez le pavillon de Barcelone, de Mies. Et c'est des documents de l'époque. On n'a jamais vu ce pavillon. Personne n'était intéressé au pavillon jusqu'à l'exposition de 1947. Mais on a dû attendre jusqu'aux années 60, 70 qu'on parle enfin de Lili Reich. Et on a continué ces expériments avec des textiles. Ça, c'est Petra Blaise, inspirée par Lili Reich pour la Haus der Kunst, avec des projections de l'écrivain Alexander Kluge. Et on a aussi continué à demander à des architectes, ici à Samir El Kordi, qui a réinventé avec un artiste irakien ou algérien, Rachid Korechi, une architecture pour reconstruire de façon critique une exposition qui a eu lieu à Munich en 1908.
Et vous voyez ce qu'ils ont fait avec des collectifs de femmes en Égypte. Ils ont créé une architecture en textile. Vous voyez ici les faits. Donc, c'est tout à fait possible de travailler avec des textiles. Vous voyez des œuvres d'art qui sont magnifiques des artistes libanaises, de la collection de Tate Modern. Et donc, on a créé des chambres avec des textiles. Au Tate Modern, j'ai continué de travailler aussi avec des interventions de textiles de Richard Tuttle. Là, vous voyez une énorme machine en textile dans le Turbine Hall. Et j'ai pu travailler avec Wolfgang Tillmans. Wolfgang Tillmans, qui est un des plus grands displayers, qui travaille évidemment et contre les murs, la façon qu'il présente ses photos. C'est notre façon qu'on avait l'habitude. Quand il a présenté ses photos à l'époque de Turner Prize, tout le monde était choqué parce qu'il n'avait pas de cadre, il y avait des petites photos, il y avait des photocopies. Il a commencé à développer, à dessiner des tables lui-même. Continue. Et c'est aussi quelqu'un qui a travaillé sur l'architecture. Il a développé des films et des projections de l'IA qui s'appellent Book for Architects parce qu'il veut construire aussi des architectures avec des projections et surtout avec la lumière. La lumière qui était très importante évidemment dans le Turbine Hall quand on a commencé à travailler avec Oliver Eliasson. Et là, vous voyez quelque chose d'intéressant. Pour les directeurs de Tate, l'installation de Oliver Eliasson était complètement ratée parce que le public est venu avec des milliers, mais il faisait, je quote, je cite, n'importe quoi. Ils ont utilisé le Turbine Hall comme un kindergarten, un jardin pour les enfants, comme un espace pour faire du pique-nique, pour faire des happenings. Et le pire des choses, pour les collègues de Tate, pour exposer leurs propres œuvres d'art. Ah, ça ne se fait pas, n'est-ce pas? Oui, on parle de participation, mais s'il vous plaît, il faut respecter les règles de jeu. Et surtout pas montrer vos propres œuvres d'art. Eh bien, le public s'en foutait complètement, heureusement. Et ça, c'était le succès de cette installation de Eliasson. Et ça a quand même inspiré des gens qui ont protesté, ou bien qui ont démontré pour le SMIC, pour agrandir le SMIC en Angleterre, d'utiliser l'installation de Doris Salcedo, de se laisser inspirer par cette architecture pour faire une architecture des êtres humains, ok? Performalité. Et là, vous voyez Boris Charmatz, qui a donc aussi découvert qu'on peut créer une architecture, une scénographie avec des êtres humains. Charmatz, qui est un chorégraphe, qui travaille aussi dans l'espace urbain. Cet espace urbain, le théâtre, la danse, nous a aussi inspiré à demander à Francis Quéré de faire un pavillon pour le théâtre au Tempelhof, un pavillon pour le théâtre qu'on n'a pas pu réaliser à l'extérieur, mais qu'on a finalement réalisé à l'intérieur. Et c'est là que l'architecture a inspiré des gens de théâtre, Susan Kennedy, mais aussi des gens de la danse, pour développer quelque chose qui n'existait pas encore, surtout le rapport entre public et la scène. Et on va terminer bientôt, maintenant, avec un hommage à Renaud Arnoux. Voilà, il est là. Non, il faut montrer son image. C'est Naël Zaïter qui a construit les palissades pour les travaux du Grand Palais. Et là, vous voyez, pour moi, un des grands maîtres complètement oubliés français, Renaud Arnoux. Renaud Arnoux qui a inventé le musée d'outils. Et c'est lui qui a inventé des scénographies, des displays pour le Grand Palais qui sont pas bien documentés, qui sont peut-être pas complètement aboutis, mais ce sont à l'époque des choses complètement différentes que ce que Georges-Henri Rivière avait prescrit et ce qu'on a fait après. Ici, vous voyez par exemple qu'il prescrit déjà de réutiliser des matériaux d'exposition, des énormes textiles, des banques et des vitrines en bois, et il les prescrit, utilisant éléments polyvalents de montage réutilisables dans la nef. Et il continue à dessiner des machines à exposer. Une deuxième image. Ici, vous voyez une image, une proposition pour la grande exposition Art Nègre, une exposition complètement oubliée dans l'histoire du Grand Palais.
Et là, il évoque en fait un plafond textile. Et vous allez voir ce qui se passe pendant les Jeux Olympiques, parce qu'évidemment, il y a beaucoup trop de lumière dans la nef pour les Jeux Olympiques, pour la télévision. Et ils vont construire aussi une tente, n'est-ce pas? Il fallait seulement regarder les matériaux de Arnoux. Et il faut finalement, j'aimerais bien que peut-être il y a des gens ici entre vous, des étudiants qui ont envie de faire de la recherche. Il y a déjà des matériaux, mais j'aimerais bien que vous créiez aussi un hommage une fois à ce fameux Arnoux, parce qu'il est temps qu'il est considéré comme un grand architecte. Voilà, c'est tout ce que je voulais expliquer. Merci. Ça va. Bon, 40 ans, ce n'était pas facile, hein, dans une heure. Voilà. Qui avait déjà entendu parler de Arnoux, Renaud Arnoux, s'il vous plaît? Comment? Exactement, mais je suis étonné parce que vous êtes le seul. Hein. C'est pas grave, c'est bien. C'est bien. Voilà. OK. On va passer là. Peut-être il y a encore des images qu'on peut passer après. Yann me disait qu'il voulait passer directement la parole au public, mais moi, je voudrais quand même, puisque je me considère là du public, je voudrais vous poser une question, Chris. Quand je réponds. Je voudrais vous poser une question, Chris. Oui. Comment est-ce que vous faites avec les conservateurs et avec toutes ces idées très innovantes que vous souhaitez mettre en place, et comment est-ce que ça fonctionne avec vos équipes? Est-ce que ça crée beaucoup de conflits? Est-ce que vous parlez de quelle équipe? Les équipes, puisque vous avez circulé dans de nombreux lieux et vous restez peu de temps dans les lieux, comment est-ce que vous faites, enfin parfois de 5-6 ans, c'est une moyenne, j'avais calculé à peu près ça. Comment est-ce que vous faites ensuite pour arriver à convaincre vos équipes de ces projets quand on sait les réticences qu'ont les conservateurs, ne serait-ce que pour le respect des œuvres et leur... J'ai beaucoup moins de problèmes, non, j'ai quand même beaucoup d'enthousiasme pour cette idée et ces idées au sein de la Fondation Cartier. Parce que la Fondation Cartier, depuis le début, en fait, ils ont travaillé avec des architectes, avec des designers. Et il y a quand même la plus grande collection, sans doute dans le monde entier, Béatrice, de Ishigami, c'est à la Fondation Cartier. Tous les modèles et toutes les architectures. Donc la Fondation Cartier a quand même une loyauté vis-à-vis des designers, des architectes, et travaille aussi avec des designers et architectes comme scénographes. On l'appelle ça encore scénographe parce qu'on est en France, mais ce sont des grands displayers comme Liz Diller et Riccardo Scofidio, qui sont des displayers formidables, n'est-ce pas, qui ont travaillé aussi au sein de la Fondation Cartier. Donc, j'ai aucune difficulté à la Fondation Cartier. À la Fondation Cartier, on comprend très bien, parce que dans le privé, il y a une précarité et les gens peuvent être écartés s'ils ne vous satisfont pas, mais avec le public, vous avez travaillé avec beaucoup d'institutions publiques. Là, comment ça s'est passé? Au musée de Luxembourg, quand on a développé le projet avec Konstantin Girčić, là, aucun problème, non, au contraire, énormément de l'enthousiasme. Mais ça dépend avec qui vous travaillez. S'il y a des gens comme Diller Scofidio ou Ishigami ou qui que ce soit au sein de la Fondation Cartier, là, l'enthousiasme et la précision sont, sans doute se transmettent évidemment, et c'est la même chose pour quelqu'un comme Girčić dans le musée de Luxembourg. Il faut seulement avoir le courage d'identifier avec qui on va travailler. Et ça, c'est le plus important. Si tu as un challenger, quelqu'un qui comprend ce qui se passe et où nous, on ose prendre les risques, comme par exemple le musée Modern Art Museet à Stockholm et Nangold en travaillant avec Halavardi. Halavardi, à ce moment-là, ça passe. Mais il y a très peu de musées qui ont compris les défis de display. On préfère de parler de scénographie, d'un parcours pour le public, des œuvres d'art, et de pouvoir recevoir des milliers de gens pendant un dimanche, pendant un week-end. Évidemment, à ce moment-là, on ne veut pas prendre des risques avec des displays, n'est-ce pas? Et je ne voudrais pas revenir sur un endroit douloureux, mais vous avez eu des conflits à la Volksbühne. Et moi, je sais
j'ai été engagé pour faire les parcours d'art visuel aux Amandiers à Nanterre et j'ai vu à quel point c'était compliqué de travailler avec les équipes des arts vivants. Donc cette collaboration qu'on pourrait croire évidente entre les arts visuels et les arts vivants, je l'ai moi-même éprouvée et ça a été très difficile. Vous, sans revenir sur ce moment, ça a été un moment difficile aussi pour vous. Qu'est-ce qui, à votre avis, fait que ça ne fonctionne pas alors que l'on pourrait admettre que les displays sont nécessaires et aux arts visuels et aux arts vivants? Et pourquoi la jonction se fait si mal? Écoute, le problème de mon passage au Volksbühne, c'est que moi, je venais des arts plastiques, d'un musée, Londres, très suspect pour le milieu du Volksbühne. Le Volksbühne qui est quand même né dans l'Allemagne de l'Est. Mon bureau au Volksbühne était le bureau de Bertolt Brecht et de Frank Castorf. Et puis quelqu'un qui vient de marché de l'art, soi-disant, de tête moderne, n'était pas tout de suite accepté, non pas du tout. Mais quand même, j'ai eu un énorme plaisir de pouvoir travailler avec les ateliers de Volksbühne, parce que je ne sais pas si vous connaissez le travail de Susan Kennedy. Susan Kennedy, vous étiez là. Et Susan Kennedy, qui était aussi au Festival d'automne, nous avons développé des pièces formidables avec les ateliers de Volksbühne. Ça, c'est quelque chose qui a marché. Ce qui n'a pas marché, c'est le travail qu'on a fait avec Albert Serra, qui a quand même maintenant, c'est le cinéaste triomphant avec Pacifiction. Ça n'a pas marché, mais avec Susan Kennedy, ça a très bien marché. C'est ça qui m'a étonné aussi, c'est que Susan Kennedy, il a fallu des années pour qu'elle arrive ici, alors que vous aviez déjà anticipé sa puissance. Oui, c'est pas moi qui ai inventé Susan Kennedy, c'est le Kammerspiel à Munich qui a inventé Susan Kennedy, et puis j'ai demandé à Susan Kennedy de rejoindre l'ensemble de Volksbühne et ça a très bien fonctionné. Et elle continue d'ailleurs. La plupart de mes artistes étaient, c'est tout à fait normal, étaient virés de l'ensemble parce que chaque directeur d'un théâtre veut commencer avec ses propres artistes, avec ses propres acteurs, avec ses propres scénographes, par exemple. Mais Susan Kennedy a bien resté. Et sans ce travail au Volksbühne, je pense que j'aurais pas pu faire certaines choses parce que là, en travaillant avec des ateliers dans le théâtre, c'était magnifique. C'était absolument magnifique parce que j'avais de la chance quand même de travailler avec l'héritage de Bert Neuhaus, qui est un des grands scénographes européens. Et là, c'était fantastique. Bon, moi, je suis un grand bavard, donc je passe la parole à d'autres. Je pensais à la Junction Church. Ouais, et c'est là où moi je trouve que c'est une période qui est incroyable où justement les artistes plasticiens, les danseurs, chorégraphes se rencontrent et créent. John Cage et Cunningham, c'est une des collaborations les plus historiques qui a ouvert l'espace scénographique et même de la vision du spectateur et de comment on place le centre par rapport à la scène, que le centre peut être à n'importe quel endroit et ça change même le rapport à la hiérarchie. Et comment c'est possible qu'à ces époques-là, on a réussi à ouvrir autant d'espaces d'innovation, de création, et qu'on arrive aujourd'hui à un espace qui est complètement sclérosé dans tous les domaines. Et je me demande à comment on peut remettre en branle en fait tout ça, à quel endroit on pourrait se rencontrer entre là. Je sais qu'il y a la thèse par exemple ici qui est ouverte aux Beaux-Arts, qui est hybride, qui s'appelle le Sacre, que je vais postuler pour d'ailleurs. Est-ce qu'il n'y aurait pas plus de dispositifs qu'on pourrait créer pour que les artistes de différents domaines se rejoignent et créent de nouveaux espaces d'expo, de création, d'innovation? Moi, je pense qu'on le fait à la Fondation Cartier et surtout avec le nouveau bâtiment qu'on est en train de construire avec Jean Nouvel, qui va être un bâtiment qui est inspiré par une architecture dynamique, une architecture de mobilité. Yeah, can you show? Et donc, mais votre question est très importante parce que ça me fait penser à une interview que Marianne Stanislavski a donnée il y a quelques années. C'est qui ça? C'est une des rares autrices qui a écrit sur The Power of Display, la force de display, quand elle a décortiqué et déconstruit les histoires des expositions MoMA. Et qu'est-ce qu'elle dit? Donc, plutôt que répondre à la question pourquoi cette peur de la part de tant de musées et de professionnels de s'éloigner ou du moins d'expérimenter l'idéologie du cube blanc en se concentrant sur les termes pourquoi et peur, je veux aborder
le sujet d'une autre manière. C'est Stanislavski. Et elle dit, il est clair qu'afin de pouvoir émanciper de ces manières présenter l'art moderne et contemporain dont l'héritage est surtout blanc et ahistorique, nécessitera le développement d'un différent type de musée. Ce besoin s'exprimera par un autre type d'architecture de musée qui pourrait être dynamique, ce qui lui permettrait d'accueillir et de s'adapter à une plus grande fluidité de l'espace, de l'échelle et de polyvalence. On pourrait parler, elle a dit, d'une telle structure comme étant un descendant du musée vivant de Alexander Dorner. Et donc, c'est une interview magnifique. Et là, il y a des années, parce que ce livre est apparu en 1998, et c'est une interview qui date d'il y a au moins 15 ans, où elle dit il faut inventer un autre type de musée, n'est-ce pas? Et là, je pense qu'avec avec la Fondation Cartier et surtout le travail avec Jean Nouvel, on a de la chance de faire quelque chose qui est peut-être qui va rendre possible le probable et rendre probable le possible, n'est-ce pas? Et surtout qu'il y a déjà une expérience, il y a déjà un héritage de la Fondation Cartier. Je pense que ça va de soi qu'on va essayer de continuer ce travail, absolument. Mais nous ne sommes pas les seuls, hein. Moi, je suis souvent au Théâtre des Amandiers, je regarde souvent ce qui se passe à Boris Charmatz, à Wuppertal, il y a le 104, il y a quand même des choses formidables ici, il y a le Frénois, il y a des choses fantastiques. Donc moi, je ne suis pas du tout quelqu'un nostalgique qui dit « avant, tout était mieux ». Je pense que l'avenir, ça doit encore commencer, hein, n'est-ce pas? « This is tomorrow, today ». C'est ça. Mais alors, justement, en parlant de nostalgie, parce qu'on revient très souvent aux mêmes exemples, en fait, quand on parle de display, on revient très souvent à cette période d'après-guerre. Il y a une sorte d'âge d'or pendant 20 ans, notamment en Italie. Et ce n'était pas simplement une mode passagère, parce que, comme vous l'avez souligné, ça a été intégré à l'architecture même des musées, puisque pendant plusieurs décennies, on a construit des musées sans murs, que ce soit le centre Pompidou dont vous avez parlé, le Louisiana à Copenhague, ou le musée du Havre, qui a été dirigé par Reynold Arnoux. Enfin, il y en a eu beaucoup. Pendant longtemps, ça a été théorisé, il y a eu des textes, etc. Et tout ça semble un peu oublié, et vous sembliez exprimer une certaine nostalgie en regardant en arrière vers cette époque. Et bah, ma question est très nostalgique simple. Je ne sais pas, mais c'est vrai que c'était cette époque où on pouvait, vous avez parlé plusieurs fois de la déambulation, on pouvait déambuler librement, c'était peut-être moins dirigé que les parcours entre les kilomètres de cimaises qui sont construits presque chaque semaine à Paris, par exemple. Donc ma question, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Où est passée cette histoire et pourquoi elle ne semble plus si d'actualité aujourd'hui? Oh, moi, je vois beaucoup des agences, des jeunes architectes qui sont absolument ambitieux, qui n'ont pas du tout oublié toutes ces expériences, tous ces exemples, le côté problématique, moins problématique, mais qui utilisent ces expériences. Je pense par exemple à Forma Fantasma, ça c'est un très bon exemple. Les exemples que j'ai donnés de Colas et Salvatore Settis, c'est des exemples d'aujourd'hui. Il y a des très jeunes agences, des architectes qui font un boulot fantastique. Comme, je connais pas mal les Belges, évidemment, l'entourage de Mulier-Van Sèvres et les autres. Et là, ils font des expositions. L'exposition Ensor, maintenant, à Ostende, était conçue par des jeunes architectes belges. Et là, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu avant, quoi. Et donc, il y a toute une jeune génération de conservateurs, des jeunes directeurs de musées qui viennent, en fait, oui, aussi des biennales. On a pu expérimenter avec participation, avec performalité, et c'est eux qui vont prendre le pouvoir, et c'est eux qui font confiance à des jeunes designers. Donc, moi, je suis tout à fait content. Ce que je vois maintenant au Centre Pompidou, l'exposition Picasso, eh bien, pas mal, chapeau. C'est absolument... Et les gens détestent, hein. Oh là là, qu'est-ce qu'ils détestent, ce genre d'expérience. Parce que le spectateur peut se déambuler. Il n'y a pas de parcours, monsieur. Enfin, monsieur, où est la madame? Où est la salle 1? Où est la salle 2? Où est la salle 3? Où est la salle 4? Il faut mieux lire un livre, quoi. C'est plus simple, non? Et donc, là, c'est au Centre Pompidou. C'est fabuleux, n'est-ce pas? Donc, moi, je suis très optimiste, absolument. C'est peut-être parce que je travaille maintenant à la Fondation Cartier que je suis optimiste.
Et Mais bonjour. merci pour votre question, parce que tout dépend de vous aussi. Hein. Bonjour. Déjà, merci beaucoup pour la présentation parce que vous transmettez une énergie, une passion super. J'ai eu la chance de travailler avec Renzo Piano et ça me rappelle un peu cette énergie-là. Du coup, comme vous dites, moi, je suis un architecte frustré. Ah, Et c'est bien ça. C'est pour ça que je me suis inscrite en master en scénographie. Et comme je ne suis pas du milieu, je voudrais savoir, avoir des conseils de votre part de où commencer. Parce que j'ai travaillé 10 ans dans des agences d'architecture et du coup, je voudrais me mettre dans ces milieux plutôt de la scénographie, des expositions, des musées. Qu'est-ce que vous conseillez pour rentrer dans ce monde? Oh là là. Il faut parler, par exemple, avec Hala Varde, qui est là. Il faut parler avec Béatrice Grenier, qui est là. Il y a plein de gens ici. Il faut construire son network. Mais moi, je pense que vous devez faire des propositions, n'est-ce pas? Parce que si vous avez travaillé avec Renzo Piano et d'autres, vous avez quand même une ambition, vous avez des idées. Vous avez sans doute des idées qui ne sont pas encore réalisées. Donc, il faut en profiter. Et je ne peux pas parler comme ça de Hala, mais quand elle a proposé l'architecture en textile pour les œuvres de Nan Golden, ce n'était pas facile non plus. Hein, Hala. Il fallait convaincre Madame Golden, il fallait convaincre la direction du musée XYZ. Écoutez, il faut... si vous avez de très bonnes idées, je suis sûr que vous allez des idées qui n'existent pas encore. Mais il faut être conscient, sans être nostalgique, de tout ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que j'ai demandé aussi un peu plus de respect ou de curiosité pour le travail de Renaud Arnoux, n'est-ce pas? C'est absolument important. Je suis très curieux de ce que vous faites d'ailleurs. Bonjour. Bon, donc encore merci Vous aussi. Vous êtes où? Ah, vous je êtes suis là, en haut. Oh là là, vous êtes loin là. Oui, je voulais réagir sur la question du musée dynamique que vous avez abordé rapidement là dans la réponse à la deuxième question. Parce que je vais raconter une petite anecdote. Il y a quelques années, il y a Andrés Lepic, le directeur du musée d'architecture de Munich, qui est venu faire une conférence ici. Le pic. Oui, Lepic. Mhm. Et qui a raconté une anecdote il avait fait une scénographie pour des grandes maquettes d'architecture. Et au dernier moment, ils se sont rendus compte qu'un dôme d'une église était trop grande. Ils ont découpé le toit du musée. Alors pourquoi je raconte ça? Parce que dans les années 60, dans tous les mouvements d'anti-architecture, d'anti-musée, et notamment Gustav Metzger, fait une proposition de musée parfait, de musée idéal, dans lequel une des salles est censée être la salle de la destruction, où on va détruire l'œuvre, mais également le sol, les murs, le plafond. D'où ma réaction sur la question du musée dynamique. Est-ce que c'est légitime un jour de penser qu'on va, au-delà de poser la question de ce que fait le musée à l'exposition, mais également de ce que fait l'exposition au musée? Est-ce que le musée, un jour, sera un lieu d'empreinte? Est-ce qu'on va conserver des traces? Peut-être comme une sorte de cadavre inscrit, ou que sais-je? Voilà, c'était pour avoir votre avis sur cette problématique-là. C'est une question extrêmement importante. Ça m'a fait penser aussi au projet de Koolhaas pour le LACMA à Los Angeles. L'idée de Rem Koolhaas pour LACMA, c'était grandiose. C'était de créer de ce musée LACMA une sorte de Pompéi. Donc, laisser des traces des salles de musée et même laisser des traces des socles, des vieux socles, comme au Pompéi. Ça, c'est une approche. Une autre approche, peut-être on peut montrer quelques images, c'est effectivement cette réalisation d'un musée qui est dynamique, qui est mobile. Là, vous voyez donc les dessins de Cedric Price avec John Littlewood, ce fameux Fun Palace, mais il y avait des exemples avant, évidemment. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des architectes de plus en plus qui sont en train d'expérimenter avec une forme de mobilité d'architecture. Jusqu'à maintenant, c'est difficile, hein, parce que, bon, vous connaissez sans doute le prototype, la villa de Bordeaux, de Rem Koolhaas, avec le fameux salle ascenseur où un monsieur qui est complètement paralysé peut se connecter avec ses enfants, avec sa bibliothèque, avec son bureau. Et de là, Rem va essayer de réaliser une sorte d'expérience comme ça à Lafayette. Ça ne marche pas vraiment parce qu'il y a un problème de désenfumage, il y a un problème de sécurité. C'est la même chose avec le Chet de Diller Scofidio à New York. Ça ne marche pas du tout. C'est la même chose avec la problématique de Manchester International. Ça ne marche pas encore. Mais on est en train d'apprendre. Et moi, je suis sûr qu'à un certain moment,
on va arriver à une autre définition de ce que c'est les espaces d'un musée, n'est-ce pas? Et au lieu de parler de destruction, je parle à ce moment-là de traduction. Il faut, à un certain moment, commencer à traduire ces expositions. Et on est en train de doucement arriver à cette période de transformation et de traduction. Moi, je peux vraiment pas vous dire si on va réussir avec le nouveau bâtiment, la nouvelle Fondation Cartier. Ça va pas être facile, mais on a appris quand même, on a beaucoup appris des désavantages de tous ces autres expériments. On s'est réalisé que ça va être une complètement nouvelle praxis, par exemple pour des designers comme Forma Fantasma, avec lesquels on travaille pour la première exposition. Est-ce qu'il faut d'abord penser au circuit pour le public, parce que c'est un bâtiment qui est complètement transparent et complètement dynamique? Est-ce qu'il faut plutôt penser à l'expérience des œuvres? Il faut tout réinventer, en fait. Et c'est ça qui est quand même formidable, non? De pouvoir tout réinventer et tout reformuler. Et nous ne sommes pas les seuls. Nous ne sommes pas du tout les seuls. Je connais pas mal de jeunes directeurs, de jeunes curateurs, de jeunes designers, de jeunes architectes qui ont envie de faire la même chose. On peut montrer une seule image. Voilà, sneak preview. Ça, c'est le bâtiment. Et là, vous voyez l'intérieur. Bon. Ça vous dit rien du tout, hein? C'est bien. Voilà. Oui. Mais je vais vous montrer autre chose. On va en arrière. On va en arrière jusqu'à Tom Emerson. Là, je pense que ce que Tom Emerson a pu réaliser, et là sont les premiers essais pour l'exposition de Jürgen Teller au Grand Palais, dans le studio de Jürgen Teller avec 6A Architect. On va voir le bâtiment. Non, oui, ça c'est le Grand Palais éphémère, vous connaissez tout le bâtiment. J'aimerais bien aller... Tom Emerson. Stop. Non. Suivante, voilà. Ça sont les premiers essais, donc de construire un énorme T dans ce bâtiment de Grand Palais éphémère. Et là, vous allez voir ce qui se passe. Il a utilisé des types standards de plywood. On peut récupérer tout ça. On peut le revendre à un prix tout à fait assez avantageux pour tout le monde, quoi. Et donc, il a construit ces salles dans le Grand Palais éphémère. Et je pense que ça va un peu dans votre sens aussi, n'est-ce pas? Et c'est quelque chose qui était pour nous, en travaillant avec un architecte, quelque chose absolument gratifiant. C'est là que je me rendais compte, ça n'a rien à voir avec scénographie. Et tant que tel, c'est de l'architecture. C'est absolument de l'architecture. Oui, bonsoir. Alors, dans votre présentation, ce qui m'a particulièrement intéressée, c'est quand vous avez parlé de la domesticité Oui. dans le display. Et à travers vos présentations, il y avait beaucoup de... Par exemple, vous évoquiez comment les gens se promenaient dans les musées. Et je me demandais, est-ce qu'il y a des travaux dans le display qui sont faits avec une perspective un peu sociologique, qui travaillent avec des sociologues, parce que je pense que justement pour réinventer la chose, ça peut être un point de vue assez intéressant. Votre question, c'est est-ce que vous connaissez des sociologues ou bien des travaux en sociologie qui travaillent autour de ce thème, c'est ça? Non, un travail justement qui se ferait de concert, de collaboration entre des sociologues du coup des architectes ou des gens qui s'intéressent au display. Est-ce qu'il y a des exemples? Il y a la manière dont le musée de l'apartheid est géré, par exemple, en Afrique du Sud, avec deux parcours différents, des blancs ou noirs. Pas tant de la scénographie, mais une expérience. Je pense qu'il y a, merci, je pense qu'il y a des expériments et il y a peut-être des expériments qui se font pour le moment effectivement en Afrique. Donc avec des jeunes architectes africains dans des pays, ah oui, voilà, ça c'est la réponse peut-être, dans des pays qui n'ont pas cette histoire d'infrastructure, ok?
et où il y a pour le moment un travail à faire, et on a vu des exemples dans la dernière Biennale de Venise d'architecture, où le travail est tout à faire. Est-ce que c'est un travail d'atelier? Est-ce que c'est un travail de résidence? Il y a par exemple un artiste que je considère comme un grand architecte et designer, c'est Ibrahim Mahama, qui est ghanéen, qui travaille avec des centres de résidence, avec des communautés à Ghana, mais au-delà de Ghana. Et c'est un artiste qui est un self-made architect, qui est un self-made designer, mais c'est aussi un sociologue en fait. Et donc ça, c'est quelqu'un, et moi je commence à écouter de plus en plus des artistes qui sont peut-être des architectes frustrés, ou pas du tout des architectes, ou pas du tout frustrés, mais qui ont un sens d'architecture. Et là, il y a tout le travail à faire, parce qu'à Ghana, il n'y a pas un musée, même pas un musée de David Adjaye, qui n'est pas encore réalisé. Il va réaliser un musée. Mais il y a des artistes qui font des projets. Et ça, c'est sans doute un exemple parfait quand on pense à votre question. Donc, c'est aussi une question de... C'est Marianne Staniszewski qui a répondu aussi, il faut que ce genre de nouveaux pratiques se passent aussi dans le domaine du social. Ça, c'est absolument important. Donc, ce n'est pas une question d'un travail isolé qui parle uniquement de l'art et uniquement de l'architecture. Ça doit être une idée qui est beaucoup plus large, qui va au-delà de l'art, qui va au-delà de l'architecture. Et là, je pense que Ibrahim Mahama, c'est un très bon exemple. Mais il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres. Mais c'est une très bonne question. Et là, je pense qu'il faut regarder de nouveau le catalogue ou bien les documents de la Biennale d'architecture à Venise, parce que là, il y avait de très bons exemples. Theaster Gates, c'est peut-être la même chose. Vous connaissez l'artiste, oui, je dis architecte, parce qu'il travaille aussi dans le domaine de l'architecture, de la musique. Theaster Gates, c'est un très bon exemple. Ce n'est pas du tout des artistes qui se présentent comme un all-round artist, comme Gesamtkunstwerk, un total work of art. Ils sont beaucoup plus précis que ça, beaucoup plus précis. Merci Chris, merci Oscar d'avoir participé à cette soirée. Bonne question.